Si tu fais partie de ceux qui ont de la musique, qui tournent toute la journée, que ce soit sur Spotify, YouTube Music ou n'importe quelle plateforme de streaming, alors tu sais ce que l'on ressent quand on remet un disque physique. Il y a quelque chose de spécial dans ce geste, c'est comme si, en glissant un CD dans le lecteur, on coupait un instant les notifications du monde pour s'offrir un rituel qui va au-delà du son, mais les facilités de l'évolution technologique et les priorités des gens ont fait que la plupart écoutent aujourd'hui la musique autrement. Nous allons nous plonger dans l'histoire de ce petit disque brillant qui a transformé notre manière d'écouter des chansons. Je parle du disque compact qui a marqué toute une époque. Tout au long de la vidéo, je vais te raconter 20 curiosités que tu ne connaissais probablement pas. Certaines sont amusantes, d'autres surprenantes, et beaucoup ont cette touche nostalgique qui nous relie à des moments uniques. Installe-toi confortablement et accompagne-moi dans ce voyage à travers les secrets du CD. Pour comprendre comment tout a commencé, il faut remonter aux premières années des années 80. C'est au Japon qu'a été officiellement présenté le CD, précisément le 1er octobre 1982. Ce jour-là, une cinquantaine d'albums ont été mis en vente, et l'un d'eux s'est imposé comme symbole de la sortie. Ce n'était pas un disque quelconque, il s'agissait de The Wall de Pink Floyd, une œuvre déjà légendaire en vinyle et qui inaugurait désormais une nouvelle ère numérique. À partir de là, l'industrie s'est mise en marche et plus rien n'a été comme avant. Les premières unités produites en masse sont sorties d'une usine de pressage située à Langenhagen en Allemagne de l'Ouest. Ce lieu, qui ressemblait à une usine parmi d'autres, est devenu un temple pour les collectionneurs. On dit que le premier disque qui en est sorti était un enregistrement classique de Richard Strauss, de ceux dont les titres en allemand sont si longs qu'ils ressemblent à des virelangues. En Europe, le format a commencé à s'étendre rapidement. L'Allemagne a mené la production initiale et, très vite, des pays comme l'Espagne, la France ou l'Italie ont commencé à recevoir les premières éditions. En Amérique latine, même si l'accès a été plus progressif, le CD a aussitôt éveillé l'intérêt des mélomanes, des boutiques spécialisées et des labels locaux qui voyaient dans le disque compact une promesse de qualité et de modernité. Le Japon, de son côté, a vécu ce lancement avec une fierté technique, puisqu'une grande partie du développement y avait été menée. Aux États-Unis, en revanche, le CD n'est arrivé dans les magasins qu'en mars 1983. Cette différence de plusieurs mois a fait que le phénomène s'est vécu de manière différente dans chaque région. Une décision importante a fini par définir à jamais l'aspect physique du CD. Dans les premiers plans, Philips misait sur un disque plus compact de 11 cm de diamètre. L'idée était de maintenir le format aussi réduit que possible par souci d'efficacité et de praticité. Mais chez Sony, le président de l'époque, Norio Ohga, avait une autre vision. Ohga, qui en plus d'être dirigeant avait été chanteur d'opéra, insistait pour que le disque ait une capacité suffisante pour inclure une œuvre complète comme la 9e symphonie de Beethoven sans avoir à la couper. Cette symphonie durant environ 74 minutes. Pour qu'elle tienne en entier, le disque devait mesurer 12 cm. Finalement, la proposition de Sony s'est imposée. Ce n'était pas une décision technique, c'était un pari culturel pour respecter la musique dans sa totalité. Avançons jusqu'aux années 90, une décennie où les CD ne dominaient pas seulement la musique, mais commençaient aussi à apparaître dans des contextes inattendus. Si tu as vécu cette époque, tu te souviens sûrement de ces disques qui arrivaient à la maison sans que personne ne les demande. Il y en avait partout. L'entreprise AOL, qui proposait l'accès à Internet à ses débuts, a lancé l'une des campagnes promotionnelles les plus agressives dont on se souvienne. Elle offrait des CD avec des heures de connexion gratuites et le faisait à une échelle démesurée. On estime qu'elle a distribué plus d'1 milliard de disques dans le monde. À certains moments, un CD sur 10 fabriqués était un CD AOL. L'avalanche a été si grande que beaucoup de gens ont commencé à leur trouver d'autres usages, certains pratiques et d'autres purement décoratifs. On les utilisait pour décorer des murs comme de petits miroirs qui reflétaient la lumière. On les voyait aussi souvent cousus ou collés pour former des rideaux brillants qui tintaient au vent. Certains en faisaient des mobiles suspendus à l'esthétique futuriste, accrochés au plafond avec du fil pour qu'ils tournent et renvoient des
renvoient des éclats comme des satellites domestiques. Et sur des balcons ou des fenêtres, beaucoup les suspendaient pour effrayer les pigeons en profitant des reflets du soleil sur leur surface argentée. Ce qui avait commencé comme une stratégie marketing s'est transformé en image iconique de la décennie, symbole de l'excès et de l'enthousiasme pour la technologie qui allait arriver. Voici une curiosité que peu de gens connaissent. Les CD que nous achetons en magasin ne sont pas gravés comme ceux que nous faisions à la maison. Les disques commerciaux sont fabriqués en usine au moyen d'un procédé proche de la fabrication de moules. On crée la forme du disque, on y ajoute la musique sous forme de minuscules reliefs, on le recouvre d'une couche d'aluminium et on le protège avec un vernis pour le faire durer plus longtemps. En revanche, les CDR que l'on gravait chez soi, les fameux disques vierges utilisés pour copier de la musique ou stocker des fichiers, fonctionnent autrement. Ils ont une couche spéciale qui change lorsque le laser du graveur la chauffe. Cette couche, avec les années, se détériore. C'est pourquoi certains disques maison cessent de bien fonctionner avec le temps, alors que les CD pressés en usine peuvent durer des décennies s'ils sont bien traités. C'est une différence invisible à l'œil nu, mais qui change beaucoup la qualité et la longévité du disque. Il faut aussi évoquer un petit bijou caché du CD qui ravissait les plus curieux. T'est-il déjà arrivé de laisser un disque tourner et, quelques minutes après la fin du dernier morceau, d'entendre une chanson surprise ? Oui, on parle des pistes cachées. C'était comme un cadeau dissimulé, une façon de récompenser ceux qui n'éteignaient pas le lecteur tout de suite. Mais certains artistes ont voulu aller plus loin et se sont montrés créatifs. Ils ont caché du contenu dans un endroit encore plus secret, juste avant le début officiel du disque. Pour l'écouter, il fallait placer le CD dans le lecteur, aller au tout début et rembobiner manuellement vers l'arrière. Tous les appareils ne le permettaient pas, mais si le tien le faisait, tu pouvais découvrir des fragments cachés, des messages, des introductions ou des sons absents de la liste des pistes. C'était comme trouver un recoin secret à l'intérieur du disque, une sorte de trésor musical que seuls les plus curieux savaient chercher. Plusieurs artistes ont joué avec cette astuce et l'un d'eux fut Blur. Dans son album intitulé 13, il a inclus une piste cachée que l'on ne pouvait entendre qu'en rembobinant depuis le début, transformant l'écoute en une petite aventure pour ceux qui aimaient explorer au-delà de l'évident. Un autre moment clé de l'histoire du CD, c'est lorsqu'il est sorti dans la rue, littéralement. En 1984, Sony a lancé le Discman D50, le premier lecteur portable de disques compact. C'était un pari risqué. Il coûtait environ 350 $ de l'époque, plus de 1000 à valeur actuelle. Et Sony savait qu'elle perdait de l'argent sur chaque unité vendue. Mais comme elle était l'un des créateurs du CD, chaque lecteur vendu lui rapportait aussi grâce au disque. L'objectif était de populariser le support et de récupérer l'investissement via la vente de CD. Et ça a marché. Le Discman a fait du CD un format réellement mobile, même si au début, il n'était pas parfait. Les premiers modèles étaient vite si sensibles qu'un simple mouvement suffisait à interrompre la musique. Avec le temps, on a intégré une mémoire tampon qui stockait quelques secondes d'audio à l'avance. Ainsi, si le disque bougeait, le lecteur pouvait continuer à lire sans coupure. Dans les années 90, il était courant d'avoir entre 10 et 40 secondes de protection anti-choc. En 1992, Sony avait vendu plus de 10 millions de Discman et d'autres marques ont rapidement suivi. Le Japon, la Corée et la Chine se sont mis à fabriquer des lecteurs à grande échelle et à la maison, le CD n'était dépassé, en volume de production, que par le VHS. Passons à une donnée technique qui fait toujours débat. Le CD offre une très large plage dynamique, ce qui signifie qu'il peut reproduire des sons très doux et très forts avec une grande clarté. Le vinyle, de par sa construction, dispose d'une marge plus limitée. Beaucoup de maisons de disques ont vu dans cet avantage du CD une opportunité de se démarquer et, comme souvent quand on a de la marge, on en a abusé. Ainsi est née la fameuse guerre du volume. On a commencé à masteriser des disques de plus en plus forts pour qu'ils ressortent à la radio ou en voiture. Le problème, c'est qu'en privilégiant le volume au détriment de la qualité sonore, de nombreux albums ont perdu en contraste.
tout sonnait pareil, tout était au maximum, sans place pour les nuances. L'un des cas les plus commentés fut l'album Death Magnetic de Metallica. Beaucoup de fans ont remarqué que le mixage était tellement compressé que le son devenait saturé et fatigant, ce qui a déclenché une vive polémique et a fait de l'album un exemple classique de la façon dont un mauvais mastering peut gâcher la musique d'un groupe légendaire. Savais-tu que le CD a été un véritable sauveur pour les labels de musique classique dans les années 80 et 90 ? Le format offrait exactement ce que ce public valorisait: silence de fond, longue durée et confort. Pour la première fois, une symphonie complète pouvait tenir sur un seul disque sans coupure. Cette capacité a été rendue possible grâce à l'accord entre Sony et Philips pour fabriquer des CD d'un diamètre de 12 cm au lieu des 11 cm initialement prévus. Ce centimètre de plus a permis de stocker davantage de temps d'audio, idéal pour les grandes œuvres. Des maisons spécialisées en musique classique comme Naxos ou Sony Classical ont connu une nouvelle période dorée. Le CD leur a permis de rééditer des catalogues entiers dans un format très apprécié des amateurs du genre, d'attirer de nouveaux auditeurs et de réduire les coûts de production. Leur public, exigeant, fidèle et doté d'un pouvoir d'achat solide, a adopté le format avec enthousiasme, contribuant à la rapide popularisation du CD. Si tu es collectionneur, le terme Target CD te dit peut-être quelque chose. Il s'agit de l'une des toutes premières éditions de disques compacts reconnaissables à son visuel d'étiquette avec un motif qui rappelle une cible. Ils ont été fabriqués entre 1982 et 1985 par des labels comme Warner, Elektra ou Atlantic, principalement en Allemagne de l'Ouest et au Japon. Aujourd'hui, ils sont très recherchés par les collectionneurs, non seulement pour leur rareté, mais parce qu'ils représentent les premiers pas du CD comme format commercial. En trouver un en bon état, c'est presque comme tomber sur un premier pressage de vinyle. C'est l'histoire pure du format. Tu le sais sans doute déjà, mais l'album le plus vendu de l'histoire reste Thriller de Michael Jackson. Cependant, si l'on se concentre uniquement sur le format CD, le record appartient à la bande originale de The Bodyguard, avec Whitney Houston en tête d'affiche. On estime qu'elle a dépassé les 45 millions d'exemplaires et une énorme partie de ses ventes s'est produite justement au moment le plus explosif du disque compact. Dans la même ligue, des albums comme Falling Into You de Céline Dion ou Millennium des Backstreet Boys ont affiché des chiffres impressionnants. Leurs chansons ne s'écoutaient pas seulement, elles se collectionnaient. L'un des phénomènes les plus curieux qui ont dopé les ventes de CD dans les années 90 fut celui des clubs de disques par correspondance, comme Columbia House. Il fonctionnait avec un système d'abonnement qui offrait jusqu'à 12 disques pour le prix d'un, même si les petites lignes obligeaient à en acheter plusieurs autres au prix fort les mois suivants. La vente par correspondance a représenté une part importante de l'industrie musicale en France dans les années 90, contribuant à la popularité des albums au format CD. Ce phénomène a également très bien marché dans d'autres pays, comme les États-Unis, où des millions de personnes se sont abonnées à ces clubs musicaux. Le premier lecteur de CD commercialisé au monde fut le Sony CD-P101, lancé en 1982. La première année, les ventes mondiales ont été modestes, avec à peine quelques dizaines de milliers d'unités distribuées. Cependant, le format n'a pas tardé à conquérir le public. En 1985, plus de 5 millions de lecteurs ont été vendus dans le monde et l'année suivante, ce chiffre a doublé. La croissance a été si rapide que vers l'an 2000, près d'1 milliard de disques compacts avaient été distribués à l'échelle mondiale. Ce fut une véritable révolution de plastique brillant et de polycarbonate qui a transformé l'industrie musicale et s'est frayé un chemin dans les foyers du monde entier. Comme toute histoire, celle du CD a aussi connu des hauts et des bas. Il a atteint son apogée autour de l'an 2000, lorsque les ventes mondiales de musique enregistrées frôlaient les 37 milliards de dollars. Peu après sont arrivés les téléchargements numériques, puis le streaming avec des plateformes comme Spotify et Apple Music. L'industrie s'est complètement transformée.
En à peine une décennie, les revenus mondiaux ont été réduits à moins de la moitié et le format physique a perdu sa place face à l'immédiateté du numérique. Pourtant, en 2021, il s'est passé quelque chose d'inattendu. On a enregistré un petit rebond des ventes de CD porté par des sorties d'artistes populaires et par l'intérêt renouvelé des collectionneurs et des nostalgiques. Cet élan est resté vivant dans certains cas, comme en avril 2024, lorsque Taylor Swift a sorti The Tortured Poets Department aussi en format CD, suscitant une vague d'achats physiques chez ses fans. Même si la croissance n'a pas été durable, cela a montré que le format avait encore sa place sur le marché. Aujourd'hui, le CD n'a pas disparu, mais il n'est plus au centre de la culture populaire. Pour ceux d'entre nous qui croient encore à la valeur du support physique, le message est clair. Si quelque chose te plaît, achète-le en CD. C'est une façon de soutenir les artistes, de conserver la musique et de l'écouter sans précipitation. Un chiffre aide à comprendre l'ampleur du boom du CD dans les années 2000. À cette époque, il existait plus de 600 usines de pressage de CD réparties dans le monde entier, de véritables usines à musique qui tournaient sans relâche pour approvisionner la demande globale. Aujourd'hui, il en reste beaucoup moins, mais celles qui sont encore actives sont de vraies vétéranes du format. L'usine Sony DADC aux États-Unis, par exemple, fonctionne depuis 1983 et tient toujours. En Allemagne, la mythique Sonopresse, située à Gütersloh, a pressé des milliards de disques depuis les années 80. Même maintenant, en plein air numérique, elle a la capacité de fabriquer plus d'1 million de CD par jour si nécessaire. Ces usines produisent encore aussi bien pour les grandes maisons de disques que pour des éditions limitées de labels indépendants. En d'autres termes, l'infrastructure est toujours vivante, même si elle fait moins de bruit qu'avant. Si tu as déjà flâné dans une grande surface, tu as sans doute remarqué que sur le présentoir des nouveautés, ce qui ressort le plus, ce sont les CD de K-pop, ce qui, dans les années 80, était le territoire des grands succès de groupes comme The Rolling Stones ou The Beatles, s'est transformé aujourd'hui en un univers visuel pensé pour une nouvelle génération. Livrets grand format, cartes à collectionner, pochettes alternatives et présentations soignées dans les moindres détails. Pour beaucoup de jeunes, le CD n'est pas de la nostalgie, mais un objet de collection. Et pour le reste, c'est une opportunité. Même si les ventes ont chuté à partir des années 2000, le format n'a jamais disparu. Aujourd'hui, acheter des CD coûte moins cher qu'en 1985 et le marché de l'occasion est un parc d'attractions plein de surprises. Les disques compacts ont quelque chose que le streaming ne peut pas reproduire. Écouter un CD est une expérience personnelle, physique et complète. Du livret avec paroles, crédit et photos, jusqu'à la qualité sonore sans interruption, sans publicité et sans algorithme qui modifie ce que tu écoutes. Le CD commence, se déploie et se termine tel que l'artiste l'a pensé, en respectant l'ordre, le mixage et l'intention originelle. À la différence de l'écoute en streaming où certaines chansons sont mises à jour ou remplacées par d'autres versions, le disque compact conserve la fidélité des enregistrements tels qu'ils ont été conçus. Il est vrai que certains CD souffrent d'une compression excessive sur certaines éditions, mais il en existe énormément qui sonnent de manière spectaculaire et sont devenus de véritables pépites. En plus, c'est un format pratique, accessible et plus économique que durant ces années d'or. Et chaque fois qu'on croit qu'il touche à sa fin, il renaît. Parce que pour beaucoup, le CD n'est pas seulement de la nostalgie, c'est une façon de se connecter à la musique, à la vraie. Alors si tu découvres un album en streaming et que tu en tombes amoureux, achète-le en CD. Ce sont 10 ou 15 $ qui t'offrent une expérience complète et un petit morceau d'histoire que tu peux toucher. Et si tu le fais déjà, raconte-le nous dans les commentaires. On adorera te lire. Si ce voyage à travers l'histoire et les curiosités du CD t'a plu, n'oublie pas de t'abonner et de laisser ton like. Merci de nous avoir accompagnés jusqu'au bout. On se retrouve à la prochaine.